Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Emmanuelle Alioua est docteur en psychotraumatologie. Je l'ai reçue au cours du 21e épisode de Fortitude. Quelques jours après l'enregistrement de l'épisode 21, Emmanuelle m'a rappelé et m'a demandé si je ne souhaiterais pas que l'on inverse les rôles et que je sois l'invité de Fortitude. Ce n'était pas la première fois que l'on me demandait de me livrer à l'exercice. Certains auditeurs ou même des invités ayant manifesté l'envie d'en savoir un peu plus sur moi. Mais une certaine pudeur, et surtout la crainte que cela ne vous intéresse pas, m'ont d'abord retenu. Puis Emmanuelle m'a convaincu en m'expliquant que de toute façon je pourrais toujours renoncer à le publier par la suite. Alors j'ignorais complètement ce qu'Emmanuelle avait à l'esprit et je n'avais aucune idée du type de questions qu'elle allait me poser. Se reposant sur mon livre, nos conversations passées et sur mes entretiens avec les autres invités de Fortitude, Emmanuelle a eu une analyse d'une finesse et d'une justesse redoutables. Au fil de notre entretien, Emmanuelle a fait ressortir des choses enfouies en moi qui expliquent, en grande partie, la naissance et la vie de ce podcast. Mais elle a fait bouger d'autres pièces du puzzle, comme elle le dit. Je n'en suis pas ressorti indemne. Notre échange est intime. Il est sincère. Après avoir longtemps hésité, je suis heureux de vous le partager. Non pas par égocentrisme, mais par volonté de cohérence et d'honnêteté. Vous avez le droit, ainsi que mes invités, de savoir à qui vous avez affaire. Emmanuelle Alioua, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, j'ai le plaisir, j'allais dire, de vous recevoir à nouveau, mais comme je vais l'expliquer, c'est un petit peu particulier puisque finalement, c'est vous qui me recevez aujourd'hui, puisque lorsqu'on a enregistré notre épisode ensemble, qui est l'épisode 21 avec vous, on a eu l'occasion de parler bien évidemment un peu de vous, mais surtout de votre activité, du protocole 6C, la prise en charge des victimes du point de vue psychologique, etc. À l'issue de notre entretien, on a échangé ensemble et Oui, vous avez eu cette idée. Alors, je dois avouer que vous n'étiez pas la première, mais en tout cas, vous êtes la ah, première à aller au bout de l'exercice, de d'accord. vouloir finalement inverser cet Mhm, exercice mhm. et qu'on échange, mais que ce soit vous qui ayez la direction de la conversation et que vous m'interrogiez. Alors, je dois avouer auprès de ceux qui nous écoutent que je n'ai absolument aucune idée de comment cet entretien va se dérouler. Je n'ai Je, je aucune confirme. idée, voilà, de ce que vous avez en tête et ce que vous avez envie de me poser comme question. Mais c'est vrai que, Oui. alors, au début, j'étais un petit peu hésitant parce que je me suis dit, mais ça va pas passionner nos auditeurs de m'écouter moi. Hein. C'est Mhm. mes invités qui sont largement plus intéressants. Puis j'ai eu pas mal de feedback en fait, aussi bien d'invités que d'auditeurs qui me disaient que Mhm. ça pouvait effectivement les intéresser. Alors allons-y, on va voir ce que ça donne. Je vous laisse libre de me passer au grill, Emmanuel. Parfait. D'abord, je vous remercie de votre confiance parce qu'effectivement, comme vous le dites, vous avez eu probablement d'autres appels du pied et je suis ravie que vous ayez accepté le mien. On s'est rencontrés effectivement quand vous avez souhaité m'interviewer et j'ai découvert au préalable, par votre intermédiaire, un livre que vous avez écrit qu'il s'appelle Ils avaient tout compris, le développement personnel selon les penseurs antiques. Alors forcément, en préparant un peu, mais alors vraiment un peu cet échange, je me suis rapprochée du livre un peu plus en détail. Et au tout début de votre livre, vous indiquez vouloir transmettre un héritage de conscience plutôt que d'or. Et je me suis demandé, alors, quel âge vous avez, Nicolas? J'ai 43 ans. Ok, donc qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, je peux te dire ça, moi ayant 54 bientôt, de 43 ans, s'intéresse plus à la conscience qu'à ce qui brille? Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, Oui. la démarche du livre, c'est une démarche qui était destinée uniquement à mes enfants. J'ai donc trois enfants hein, qui ont 16, 13 et 9, marqués par cette phrase de Platon que vous venez de citer. Je me suis dit que ce serait intéressant de leur léguer un recueil de ce qui m'avait marqué dans mes lectures, de ce qui m'avait marqué dans la philosophie antique, pour que si jamais un jour ça les intéresse, ils puissent se reporter à ce recueil et retrouver dans un seul et même ouvrage euh, un certain nombre de citations, de passages qui m'ont plu, qui m'ont touché et qui surtout
caractérise ce que je considérais être ma philosophie de vie aujourd'hui. Et au départ, j'avais absolument pas l'ambition d'être publié, comme c'était le cas d'ailleurs pour mon premier ouvrage. J'ai vraiment fait ça dans une optique purement personnelle et familiale. Et puis, donc j'ai rassemblé toutes mes notes, j'ai repris tous mes livres avec tous mes post-it, tous mes passages surlignés. Et je me souviens même, ça peut paraître un petit peu risible, mais j'avais acheté un joli cahier relié avec des pages blanches d'une certaine épaisseur, avec une bordure légèrement dorée. Et j'avais entrepris de recopier ces passages, de recopier ces phrases à la main. Et puis, voilà, que ce recueil existe, qu'il soit posé dans notre bibliothèque. Et puis, je me suis dit, voilà, si un jour ça les intéresse, ils pourront s'y reporter. Ou si jamais je disparais, bah, voilà, il y aura cet héritage-là. Et puis, au cours de cet exercice, je me suis dit que je manquais un peu de courage et que peut-être je pouvais écrire ça sous un format qui soit destiné au plus grand nombre. Et du Oui. coup, là, je suis passé à une étape supérieure où, effectivement, j'ai entrepris l'écriture du livre qui finalement a été publié. Moi, je ne sais rien de vous, Nicolas, si ce n'est que vous avez souhaité qu'on échange sur mon parcours et qu'on a eu cette première interview. Et je serais assez intéressée que vous m'indiquiez, enfin que vous m'expliquiez plutôt ce qui est important pour vous. Alors, j'ai bien compris hein, la question de la transmission, de la conscience de quelque chose. Et d'ailleurs, je vous demanderai probablement un peu plus tard pourquoi c'est si important pour vous. Est-ce que ça fait écho à d'autres, à une absence de transmission, par exemple? Mais à court terme, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est votre parcours? Mon parcours, il est. Alors, votre question, elle est double, hein, puisqu'il y a Oui, mon parcours assez biographique, et puis il y a pourquoi, d'où vient cette volonté de transmission, ou en tout cas de communiquer un certain nombre de choses. Bon, mon parcours, il est relativement simple à raconter, hein. Je suis né en France, de parents. Alors, ma mère est d'origine espagnole, puisque sa famille a fui l'Espagne sous Franco. Elle est née à Toulouse, elle a commencé sa vie dans les camps de réfugiés et elle a fait le reste elle a un peu voyagé un peu partout. Elle a vécu longtemps en Afrique, puis ensuite elle a rencontré mon père et elle a fait sa vie en France. Et mon père, lui, est né à Nice. Il a fait toute sa vie et sa carrière en France, et moi je suis né à Paris. J'ai su assez tôt que je voulais exercer le métier d'avocat. Et donc, du coup, après le bac, voilà, je me suis dirigé vers mes études de droit de manière assez classique. Donc, j'ai fait mon droit à Assas à Paris. Euh, j'ai eu, comme je l'ai expliqué dans le livre d'ailleurs, hein, j'ai une scolarité aussi bien jeune que lors de mes études supérieures qui était assez médiocre, il faut le dire. plutôt un bon souvenir ou pas? Oui, oui, plutôt un bon souvenir. Puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer celle qui deviendra mon épouse assez tôt, hein, puisque j'ai rencontré en fin de deuxième année de droit. Donc assez jeune, j'avais 19 ans. Ah oui. Et voilà, 23 ans plus tard, elle Mm. partage toujours ma vie. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Qu'est-ce que vous diriez de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? De l'époque Euh, ou de maintenant? non, non, de maintenant. Alors là, On fait un grand écart, oui. on fait un grand écart, oui. Comment je me décrirais? Comment je me considère? Qu'est-ce que vous avez défini un petit peu votre parcours universitaire, ce que vous faites aujourd'hui. Humainement, voilà, à 43 ans, qu'est-ce qui est important pour vous, pour faire simple, en termes de valeur? Si tout le monde la considère pas peut-être comme une valeur, mais en tout cas, moi, c'est Hmm. le cas, la famille, D'accord. valeur essentielle. Euh, Est-ce que ça veut dire que quels que soient les aléas, je vais peut-être rebondir à chaque fois, hein, oui, Nicolas, oui, est-ce que allez-y. ça veut dire que quels que soient les aléas rencontrés, l'essentiel, c'est de tenir la famille à flot, même si parfois on peut avoir envie d'autre chose, ou est-ce que si un jour voilà, l'épanouissement, l'harmonie, le bonheur, le sentiment amoureux n'est plus au rendez-vous, la famille peut ne plus être aussi soudée et que c'est une option envisageable. Est-ce que c'est la famille à tout prix, sous le même toit? C'est dur parce qu'il y a plein de choses dans votre Oui, je sais bien. question slash remarque. Prenez Parce un que angle. votre question d'origine, c'était sur les valeurs. Je vous ai Oui, répondu la famille en tant que exact. valeur. Donc, si je déroule là-dessus, Oui, pourquoi c'est une valeur? Parce que
lorsqu'on décide de fonder une famille, on prend une responsabilité. Je considère qu'on prend une responsabilité. Mmh. On partage la vie de quelqu'un, on prend une responsabilité. Je mets de côté les sentiments, l'amour, etc., qui sont des choses si personnelles, si difficiles à définir, etc., que voilà, je ne sais pas si on va forcément s'engager là-dedans, mais en tout cas, en termes de valeur, euh, La responsabilité. il y a une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un à qui on dit, voilà, tu vas partager ta vie Mmh. avec moi. Et ensuite, une responsabilité évidente vis-à-vis des enfants qu'on décide de mettre au monde, qu'on décide de faire venir sur cette terre et dont on a la responsabilité voilà, de protéger, de faire grandir et d'orienter, d'accompagner pour qu'ensuite ils sortent du nid et ils vivent leur propre existence. C'est d'autant plus marqué chez moi, pour être tout à fait franc, c'est que la nature voulait au départ que je n'ai pas d'enfants. Et on a dû se battre pour avoir des enfants. Et nous y sommes arrivés. 3. 3, effectivement, et grâce à la médecine. Et donc, peut-être que il n'y a pas d'échelle de valeur. Hein. On n'aime pas plus nos enfants que ceux qui n'ont pas eu besoin de recourir à la médecine pour les avoir. C'est pas le sujet, mais parfois, quand vous faites des enfants, on peut considérer que la décision est prise peut-être un peu de manière instinctive, parfois sur le coup d'une émotion, parfois on s'en rend pas compte, etc. Quand vous êtes engagé dans des processus comme ceux qu'on a connus, Oui, c'est loin il y a d'être acquis. voilà, il y a forcément le temps de la réflexion, Mmh. nécessairement. Il y a un vrai effort. Et donc, du coup, le sentiment de responsabilité, il est encore plus évident parce que on se bat pour les faire venir. Et donc derrière, voilà, faut vraiment assumer. Donc, cette notion de responsabilité, pourquoi j'insiste dessus? Pour rejoindre la deuxième partie de votre question qui était sur finalement, est-ce que c'est coûte que coûte? Est-ce que c'est, quelle que Mmh. soit la Exact. tempête et autres? Ça peut pas être coûte que coûte. La limite, c'est bien évidemment quand on bascule d'une relation, d'une cohésion où le bonheur, euh, l'épanouissement est supérieur aux désagréments, aux peines qui de toute façon existent toujours dans un couple ou dans une famille, mais il y a un rapport de force, c'est-à-dire qu'il faut que l'économie soit favorable. Et parfois, malheureusement, il y a des familles où cette économie n'est plus favorable, où effectivement les crises, les engueulades, les blessures sont telles que ça n'a plus de sens de maintenir la famille telle qu'elle est et que parfois il vaut mieux que chacun prenne son chemin. Mais ça suppose d'aller au bout quand même. Je considère que voilà, cette responsabilité fait qu'on doit se battre jusqu'au bout et c'est vraiment quand on a tout essayé que potentiellement on peut considérer que c'est mieux voilà, pour un couple de se séparer, de vivre différemment. Voilà pour répondre D'accord. à Je vos vais, fa- questions. je vais faire de nombreux allers-retours, mais comme je sais que vous êtes extrêmement rigoureux, eh bien, vous allez accepter et bien percevoir que malgré mes allers-retours, j'ai une quête de comprendre des choses que vous avez pu dire plutôt en début d'entretien, et je vais faire des allers-retours au gré de, comment dire, au gré des associations d'idées que je fais. Donc, on va revenir à ce que vous avez dit en décrivant vos origines et celles de vos parents. Alors évidemment, quand moi j'entends, ça ne peut faire écho, ça ne peut que faire écho quand je vous entends dire que votre maman est arrivée d'Espagne et a vécu dans un camp. J'ai envie de faire une pause là-dessus. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est une partie de sa vie que votre mère a partagée avec vous? Non. Alors non, Peu. est-ce que c'était un tabou? Non, est-ce qu'elle ne voulait pas en parler? Je serais bien incapable de vous répondre. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et je pense qu'aussi, il y a un sujet de mémoire. Parfois aujourd'hui, on a la trace de tellement de choses qu'on oublie qu'une génération auparavant, Hmm. on gardait pas forcément les traces de grand chose. Hein. Et c'est vrai que moi, mes origines, alors paradoxalement plus du côté de mon père que du côté de ma mère, sont rapidement assez floues. Donc, voilà, on n'a pas toujours accès à l'info. Donc, c'est des choses qui ont été évoquées plus à mon initiative, parce que Oui. par curiosité. Une fois Euh, adulte ou... Voilà, oui, ou en tout cas, voilà, en âge d'essayer de se poser la question de d'où on vient. D'accord. Et donc,
Voilà, mais moi, j'ai Elle pas n'a pas connu. répondu, c'est ça? Elle n'a pas répondu clairement à vos interrogations? Si, mais à l'aune de ce qu'elle savait elle-même, ce qui était déjà très peu. Pourquoi, à votre avis? Je peux pas vous dire. Ok, donc si je comprends bien, le changement de vie de votre mère, c'est assez flou, c'est ça? Sa transition de l'Espagne Oui, à la France. Et est-ce qu'il vous a été transmis quelque chose de la culture espagnole par très votre peu, mère? Très très peu. très peu. J'ai même pas la langue, D'accord. puisque la langue, je l'ai apprise à l'école. Des Ma mère, traditions à la non. maison, quelles qu'elles soient, culinaires ou autres? Oui, un peu culinaire. La paella est un plat assez important. D'accord. Mais il y a pas ce lien familial fort avec l'Espagne. Ça n'a jamais été promu, ça n'a jamais été mis en avant, ça n'a jamais été cultivé par ma mère. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi? Non. Des pistes? Des suppositions. D'accord. Mais elle a pas vécu en Espagne. Elle s'est engagée dans une nouvelle vie finalement assez tôt. Elle a quitté le pays, elle est allée en Afrique. Je sais pas. Mais par la D'accord. suite, ça s'est prolongé puisque j'avais assez peu de contact avec la famille du côté de ma mère. Et Qui vivait? qui vivait. Je suis allé en Espagne à plusieurs reprises, mais plutôt à ma propre initiative. Oui, Voilà, passer des vacances avec mon oncle qui vit encore là-bas. Mais mais il n'y a pas eu de transmission culturelle, d'accord. clairement. Sur la transmission, qui est une des raisons, si j'ai bien tout compris, de l'écriture de votre livre, ils avaient tout compris en faisant référence aux penseurs antiques. Donc j'ai compris que vous aviez écrit ce livre pour vos enfants. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre des valeurs que vous auriez aimé que vous, on vous transmette? Vous êtes forte, Emmanuel. Mais ça s'est fait de manière subconsciente. Oui. Vous voulez dire que certaines ont été transmises parmi celles-ci? Non, dans ma démarche. D'accord. C'est-à-dire que euh, je me suis assez tôt interrogé sur mes origines. Je n'avais pas de réponse claire. Et Mhm. je n'ai pas grandi dans une famille dans laquelle les origines avaient une place importante, dans laquelle les cultures d'origine avaient une place importante. Mhm. Typiquement, on a un nom qui est unique. Lizzie Macchio, c'est un nom qui est unique. Personne ne porte ce nom. Vous On a avez des fait des cousins. recherches? Oui. Oui, on a fait des recherches. On a des cousins, mais qui restent des cousins, hein, Mhm. éloignés, mais qui restent des cousins qui portent ce nom, qui vivent à Monaco. Mais sinon, c'est la seule famille autre en France qui porte ce nom. En Italie, c'est pareil. Et donc, quand vous avez un nom comme celui-là, qui est quand même pas courant, bah, je trouve que la première chose, la première curiosité, c'est déjà de savoir ce qu'il veut dire, d'où il Mhm. vient, etc. Il n'y avait jamais eu ces démarches-là du côté de mon père. En tout cas, mon père n'a jamais dit, voilà, tu portes le nom qui veut dire ci, qui vient de là, etc. C'est un travail que j'ai fait, que mon frère aussi a fait de son côté. Mais Alors, que veut il dire y le a nom? alors, lysimakio vient du grec lysimakos, qui veut dire celui qui met fin au combat. Et c'est donc un nom d'origine grecque qui Oui. a transité par l'Italie. C'est pour ça qu'il s'est latinisé, Mhm. et dont je me plais, sans pouvoir assurer une généalogie parfaitement garantie, à retracer à l'origine au général Lysimaque, qui était un des D'accord. généraux d'Alexandre le Grand. D'accord. C'est juste assez extraordinaire, enfin de mon point de vue, de vous entendre dire que l'origine de votre nom signifie celui qui Mais fin au combat. met fin au combat et que tout votre ouvrage, ils avaient tout compris, soit tourné vers comment on affronte et on combat pour mieux s'en sortir dans sa vie. Oui, sauf que celui La qui met fin au combat, résilience. Ouais, ça peut être entendu de plein de manières différentes. Ça absolument, peut être le combat absolument, intérieur. Ça peut absolument. être, Mais c'est voilà. une mise, mais c'est une fin. Alors que Oui, toute la oui. question de la résilience, c'est justement de rester connecté à la vie, hein, à la réalité, et de ne pas mettre de fin à la vie. Mm.
Voilà, c'est juste une observation vue de Oui, l'extérieur entre ce que signifie votre nom de famille et le fait que le thème de la résilience soit quand même assez central dans vos préoccupations, vos interviews. Ça revient oui, systématiquement, comme un écho qu'il est difficile pour moi de ne pas voir à votre nom, comme c'est une vrai. sorte. Voilà, c'est tout. C'est un lien que j'ai même pas fait moi-même. Bon, bah écoutez, des fois, D'où l'intérêt de converser. ok, et donc vous répondiez à ma question qui était de est-ce que les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants via ce livre pourraient être une façon alors, de Oui, réparer, mais en tout cas, est-ce que c'est parce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous, oui, tout oui, simplement? oui, Ok, d'accord. Et clairement. là, vous Et, diriez et mon intérêt davantage, pour l'histoire, oui, mon intérêt pour, oui, pour l'Antiquité, pour l'héritage mm, culturel, mm. l'héritage, les Les racines, origines, parce oui, que vous allez loin, absolument. tout à Mm, fait. C'est sûr que. Alors, est-ce que ça répond à un manque ou est-ce que c'est le manque qui a provoqué la curiosité? Bon, c'est la poule et l'œuf, c'est toujours très mm, difficile de mm, savoir. Voilà, c'est sûr que c'est en tout cas à minima intéressant de noter le lien qu'il y mm. a entre mon investissement dans Oui. cet aspect-là Mm. et ma propre histoire. Comment vous vous êtes construit d'un point de vue de la référence? Vous êtes construit comme je suis français, puis ça commence là. Comment on se construit quand on a si peu d'informations ou d'usages culturels, cultuels, des Ben, origines de nos parents? on Jeunes. gratte, Hum, on gratte, on on va gratte. chercher. Et je pense que c'est pas un hasard si, voilà, quand vraiment j'ai commencé à toucher du doigt l'Antiquité et que j'ai établi, en tout cas j'ai identifié ce lien possible, peut-être totalement factice, mais en tout cas possible entre nous, notre nom, notre famille et des origines antiques et le bassin méditerranéen, etc. Bah, ensuite, je plus rien de m'arrêter. Il a fallu Mhm, voilà, que je creuse, que mhm, et puis je dois aussi vous avouer une chose, c'est que j'ai fait un tatouage assez tard, hein, d'ailleurs, parce que je crois que je me suis tatoué, je sais plus quel âge j'avais. Enfin, j'avais déjà une trentaine d'années, hein. C'est pas un truc de jeunesse. Le tatouage que j'ai fait, c'est Lysimachos écrit en grec ancien. d'accord. Donc, euh, Un peu comme vous, il y si vous a vous appropriez cette exactement, identité-là, c'est ça? il y a un vrai besoin. Il y a un Voilà vrai qui je besoin. Et puis, suis. de toute façon, enfin, c'est pas, il y a rien de très original là-dedans. Je pense qu'on est tous comme ça. On en a plus ou moins conscience. On est plus ou moins bien servi par la vie ou par l'histoire de sa propre famille. Mhm. Effectivement, malheureusement, il y a des gens qui peuvent pas retracer, qui arrivent pas à s'identifier. D'ailleurs, moi, je considère même, et là, on déborde, hein, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés, de On est névroses ou d'accord. autres, On est d'accord. qui procèdent justement de ce manque d'identité. Ou de comportements agressifs, Et violents. donc, pour répondre à votre question sur l'attachement patriotique, la France, pas la France, l'Italie, pas l'Italie, la Grèce, etc. Bah, voilà, moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Euh, je suis absolument et résolument français. J'aime profondément mon pays, j'aime profondément son histoire. Je suis très patriote. Maintenant, j'ai conscience de ce que c'est que d'être français et j'ai conscience de mes origines, que c'est forcément. Alors, il n'est pas toujours doux, mais en tout cas un mélange. C'est une recette, c'est plein d'ingrédients. Et voilà, ma mère, à quelques années près, serait née en Espagne. Sa sœur aînée est née en Espagne. Et la fuite a fait qu'elle est née en France. Mon père, il a des origines italiennes. Quand on sait que l'Italie réunifiée, c'est 1860, et que mon grand-père, donc son père, est né en 1890, on voit bien tout ce qu'il y a de flou et parfois Mm. d'indéfini quand on essaie de déterminer des origines. Mais et voilà, et donc moi aujourd'hui, je n'écarte rien. C'est-à-dire que je n'écarte ni mon attachement à la France, pays qui m'a vu grandir, qui m'a donné ma chance, qui m'a donné ma vie, euh, ni mon attachement à l'Espagne, que je connais pas aussi bien que j'aimerais le connaître, ni mon attachement au bassin, ce que j'appelle le bassin méditerranéen, Mhm. à défaut d'être plus précis, mais que ce soit l'Italie et bien sûr, au bout du compte, la Grèce. Mais tout Ok. ça à des degrés très différents, Mm. très diffus.
En fait, ce qui Mais m'intéresse de comprendre, et c'est ce qui m'a interpellée lorsque la première fois on a eu un échange et que vous souhaitiez m'interviewer, je me suis tout de suite dit, mais quel est son parcours pour s'intéresser à la problématique de la résilience? On arrive rarement à être intéressé par ces sujets-là, tout comme le traumatisme, la psychologie, par hasard. On arrive rarement par hasard à se pencher sur ces sujets-là avec redondance, insistance. Et je m'interrogeais, mais par quoi est-il passé pour avoir envie de comprendre les leviers, ce qui fait que malgré l'adversité, les gens continuent d'avancer et voire transforment l'adversité et les difficultés en un facteur de croissance. Et ça m'intéresse évidemment de ce fait de savoir comment, quel, pourquoi, quel a été le parcours pour vous. Donc j'ai déjà un éclairage que je trouve très aidant sur la question des origines, de l'histoire. alors après, il y a d'autres éléments que vous n'avez pas, hein, Bien qui sûr. peut-être peuvent l'expliquer, mais mon père a perdu son père quand il avait 12 ans. Ensuite, s'en est suivi une vie assez compliquée, une enfance compliquée, des difficultés financières, etc. Et c'est ce qu'on appelle, parfois trivialement, mais un self-made man, un Mhm, homme qui s'est fait seul, et qui a d'ailleurs un parcours assez exceptionnel, une carrière assez exceptionnelle, et qui s'est fait tout seul. Ma mère, voilà, on en a parlé. Forcément, ça a été des origines compliquées, une vie, une enfance compliquée, euh, sous le sceau d'une certaine pauvreté. Et mhm, ensuite, voilà, après, je garderai pour moi d'autres mhm. détails. Mais en ce qui me concerne personnellement, voilà, j'ai pas été confronté à l'adversité, à l'image de l'adversité qu'ont connue mes invités. Mhm. Un autre type en tout cas. Voilà. Après, D'accord. le bagage, clairement, il y a un bagage, Mhm. mais qui n'est Il y pas a un terreau forcément en tout le cas. mien. Il y Voilà, a, il y a il y un a un terreau. terreau. Et vous avez, j'imagine, entendu parler de l'épigénétique, Oui, de la possibilité de transmission d'une génération à une autre de traumatisme. Est-ce que tout à fait. ça vous a interpellé ou pas plus que Oui, ça? Oui, ça m'a interpellé quand on en a parlé tous les deux. d'accord. Effectivement, j'avais déjà entendu un petit peu parler de Mhm, ça. mhm, Et c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux, ça m'a déclenché un truc. Et c'est vrai que du coup, en regardant un peu à l'intérieur, je me suis dit, à l'image des questions que vous me posez, c'est-à-dire d'où ça vient? mhm. Pourquoi? Moi, j'ai pas été pris en otage, j'ai pas eu de maladie Absolument. grave, Mhm, j'ai pas subi d'accident grave ou autre. Pourquoi être animé de ça? Et puis surtout, au-delà de ça, j'ai une personnalité, j'ai des traits de caractère qui collent pas forcément avec mon histoire exemple? personnelle. Bah, l'hypervigilance. D'accord. Je suis quelqu'un d'hyper vigilant. Donc, je suis toujours très observateur, je suis toujours dans l'anticipation des risques, des dangers, au point parfois d'en être un petit peu suffocant pour mes proches. J'ai toujours eu un rapport un peu inexpliqué à la violence, à l'agressivité et au combat. Mhm. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, attiré. Moi, je fais des sports de combat depuis que j'ai l'âge de 10 ans et j'ai jamais arrêté. Lequel? Euh, alors, j'ai commencé par le karaté, Oui. que j'ai fait pendant un peu moins d'une quinzaine d'années. J'ai fait de la boxe française, j'ai fait de la lutte, je fais de la boxe anglaise depuis une quinzaine d'années maintenant. Je me D'accord. suis lancé il y a quelques années dans le jiu-jitsu brésilien. Euh, Oui. voilà, c'est toujours quelque chose qui a occupé une part très importante de ma vie. J'ai toujours fait du tir sportif, je précise. D'accord. Euh, et puis, il y a toujours eu voilà, cette interrogation sur ce que je voulais faire de ma vie. Et pendant longtemps, voilà, il y avait une voie qui partait à gauche qui était éventuellement de m'engager, Oui. Oui, c'est armée ce que ou j'allais vous autre, dire. Mhm. et une voie à droite un peu plus classique, qui est celle que finalement Vous avez pris. j'ai choisie. Mais Mhm. donc tout ça, c'est pas simple de savoir ce qu'il provoquait, euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui a instillé en moi ces centres d'intérêt, l'épigénétique, même si je n'y connais absolument rien et que j'ai pas énormément creusé, donne quand même une autre voie d'exploration, une autre Absolument. voie de réflexion. Et on en parlait d'ailleurs avec mon père au sujet de mon grand-père. Mon grand-père, il a fait la guerre de 14
Il a fait la guerre de 14, comme c'est assez rare, hein, c'est qu'il a fait de 14 jusqu'à 18. Donc pendant 4 années, de manière ininterrompue. Ce qui est rare, puisque Oui, il connaît les statistiques. Hein. oui, oui, Entre le fait d'être blessé ou d'être tué, c'est pas simple, ou d'être mobilisé plus tard. oui. Finalement, il n'y a pas tant que ça. Et quand on connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale, quand on sait ce que ça a été comme type de guerre, etc., et que ce n'est, entre guillemets, que mon grand-père, donc en termes Oui, de filiation, oui, on remonte pas à 600 ans. Hein. absolument. C'est une génération. Bah, du coup, quand il m'a raconté, on parlait de ça, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à Mhm, l'épigénétique, je me suis dit, bah, ça doit forcément laisser des traces quand même. exact. Bah, après, c'est des hypothèses totalement de À comptoir, hein, comme on vérifier dit. ou à Mais, vérifier, ou à vérifier, ou à ouais, vérifier. mais Mais finalement, si c'est là, c'est tout. Après, il faut affronter. de la même Euh, manière que mon grand-père maternel, lui, était résistant sous Franco, qu'il a été retenu prisonnier, etc., pour le peu que je sache de sa vie. oui, Voilà, donc il y a oui, il y a des un choses terreau. qui sont là. Mm, mm. D'accord. Je vais revenir à votre livre parce que je l'ai trouvé vraiment passionnant. À un moment donné, au début d'ailleurs, vous dites que selon vous, donner un sens à sa vie, ce sont trois démarches. C'est donner au monde par nos actions, prendre au monde, ce sont nos expériences, et faire face au monde, en gros, affronter ou pas d'ailleurs, ce qui échappe à notre contrôle. Et parmi ces trois démarches, je me demandais avec laquelle vous avez été la moins confrontée, le moins confronté, entre donner, prendre au monde ou faire face au monde. Donner. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on entend par donner au monde? En tout cas, alors ce triptyque, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui m'ont peut-être pas entendu auparavant ou qui n'ont pas lu le livre, ce triptyque, j'en ai pas la paternité, hein, pas du tout. Ça m'a été inspiré par Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien qui a été déporté à Auschwitz Mm. et qui est le père d'une alternative à la psychanalyse classique, qui est la logothérapie, et qui est donc le fait de soigner certaines névroses par la quête de sens. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup marqué, dont la philosophie m'a beaucoup marqué, dont l'approche m'a beaucoup marqué, parce que voilà, je trouve plein de sens. Et effectivement, quand j'ai découvert son triptyque, je l'ai intégré tout de suite comme une évidence. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par donner au monde? Donner au monde par ses contributions. Alors, bien sûr, ces contributions, elles peuvent être variées. Hein. Ça peut être notre travail, ça peut être de créer une famille. Voilà, c'est par opposition à l'isolement. C'est par Mhm. opposition à une forme d'ermite voilà, qui donnerait finalement peu. Pourquoi je dis que je serais peut-être ce serait l'aspect le moins prononcé chez moi? Parce que oui, j'ai créé une famille, oui, j'ai mené ma vie, j'ai embrassé une profession que j'exerce depuis 20 ans, etc. Mais c'est pas pour moi donné au monde. C'est-à-dire ça reste très égocentré tout ça. Ça Et ce serait reste quoi, par très. exemple, donner au monde? Ça ressemblerait à Aujourd'hui, par quoi? exemple, je considère que ce que je fais avec Fortitude, c'est une façon de donner au monde. C'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que ça fait quand même ces interviews-là, c'est donner au monde, c'est Oui. Le partager, livre, c'est pareil. absolument. Voilà, ces activités-là, c'est une façon de donner au monde. C'est une façon de toucher des gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, que je ne Mm, connaîtrai peut-être jamais, mm. sans. Mais ça vous semble insuffisant encore? Non. Alors, peut-être qu'un jour, oui. En tout cas, aujourd'hui, c'est très, 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 très épanouissant. D'accord. Le podcast, surtout, parce qu'il permet des interactions assez concrètes et assez évidentes que ne permet pas le livre, hein, en tout cas de manière plus indirecte. Ça m'apaise énormément. Ça D'accord. m'épanouit, vraiment. Et je ne peux qu'inciter tout à chacun à trouver le moyen de faire quelque chose d'analogue dans l'esprit, parce que ça permet effectivement, enfin, j'en suis convaincu aujourd'hui, en tout cas je le vis comme ça contribue à un équilibre qui est pas négligeable.
Cet apaisement, est-ce que vous ne l'aviez pas déjà trouvé avec toutes ces années de sport de combat, par exemple? Non, non. Les sports de combat, enfin, pour moi, Autre chose? oui, c'est autre chose. C'est Ok. un combat contre moi-même, déjà. Et puis surtout, c'est une façon de garder peut-être le démon en cage. D'accord. Disons que quand je pratique pas pendant plusieurs semaines, Vous le ressentez. oui, Physiquement. Les autres aussi, c'est ça? voilà. Très bien. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on peut imaginer que votre quête, donc qui consiste à donner un sens à sa vie, c'est aussi en quelque sorte une certaine préparation mentale, un peu peut-être pour affronter l'adversité qui ne manquera pas de se présenter? Est-ce qu'on peut le percevoir comme ça? Oui, oui, complètement. C'est, on en parle souvent avec mon épouse qui me provoque, qui me charrie sur le nombre de livres que je peux lire, euh, ou sur voilà, le nombre de podcasts que je peux écouter. Et c'est vrai Mhm. que je suis assez insatiable. Insatiable. Boulimique, vous diriez? Non, Ok, non, parce que je peux arrêter. Parce d'accord. qu'il y a d'autres choses voilà, qui Prioritaire. doivent être faites, qui sont prioritaires, je peux arrêter. Ce qui n'est pas pour moi le propre de la boulimie. Mais, mais il y a effectivement, pour répondre à votre question, je vais vous répondre très directement. C'est juste que parfois un peu, c'est pas de la pudeur, mais je me dis, mais Hmm. en fait, ceux qui nous écoutent, ils vont sourire, ils vont se dire, mais on s'en fout un peu. Mais bref, Bah, pas depuis que je vraiment, suis tout, c'est vous qui les écoutez. depuis que je suis tout jeune, Oui. je suis absolument incapable de vous dire d'où ça vient. Très tôt, très conscient de cette idée que la vie serait un peu à l'image d'une sculpture euh, que l'on façonne, qu'on se doit de façonner, d'améliorer, d'affiner au fur et à mesure, et sans cesse que l'on doit travailler de sa vie, de sa personnalité, de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ce n'est Je me pas une suis toujours quête? mis beaucoup de pression. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce n'est pas une quête épuisante, Oui, c'est épuisant. élitiste et épuisante? Et mon épouse vous dira que oui, effectivement, il y a des moments, elle me dit, Mais épuisante pour vous mais, d'abord. Ouais. ouais, faut juste lâcher un peu Mhm, la passion, quoi. mhm, Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen à la fin. mhm. Mais je peux pas vous le dire, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. C'est volonté de progression, voilà. Et puis pour revenir plus précisément à ce que vous disiez sur la résilience, la préparation au combat ou autre, etc. C'est effectivement, j'envisage toujours le pire. J'allais vous dire justement, est-ce que le fait d'avoir cette intuition, comment dire, ce driver, on va dire, qui fait que vous cherchez toujours à parfaire, à peaufiner, etc., est-ce que face à lui, il se pourrait qu'il y ait l'imminence depuis toujours qu'un jour un danger se Oui, présentera à votre porte? je l'ai toujours conçu comme ça. Ouais. Oui. C'est les mauvaises langues vous diront, Nicolas, c'est un survivaliste Hmm, déguisé. Ou d'accord. peut-être même pas déguisé. Mais voilà, moi je pars, quand je pars avec ma famille à l'autre bout du monde, parce qu'on aime beaucoup voyager, j'ai toujours un téléphone satellite avec moi. D'accord. Voilà, ça Ça fait va rire pas. beaucoup de monde, Oui. mais je vais Oui, pas mais m'en ça peut. cacher puisque c'est la réalité, c'est comme ça. Hmm, Je d'accord. pars du principe que bon, tant que ça fait rire tout le monde et j'en ai pas besoin, ça va. Absolument. Le jour où j'en aurai besoin et où il n'y a plus personne qui rigolera, Ouais. ça m'embêtera davantage. Vous dites dans votre livre, en fin de livre, emploie ton temps à bien vivre et tu ne redouteras pas la mort. Et cette citation à la fin de l'ouvrage, de votre ouvrage, me laisse assez dubitative. Moi, j'ai la croyance que l'expérience, pas seulement la croyance, les expériences, que ce sont précisément les multiples confrontations à la mort qui ont pour conséquence de donner envie de bien vivre. Et que vivre, sachant que je peux cesser à chaque seconde de vivre, peut me conduire à enfreindre des valeurs, des lois, parce que vivre, c'est ressentir. Et j'ai donc un peu de mal soit à bien comprendre, soit à Ah, accepter. il y a deux choses. Alors effectivement,
c'est pas une citation, parce que je corrige. C'est Dites-moi, oui. effectivement de moi, cette phrase. C'est à chaque fin de chapitre, je fais une petite synthèse, Oui. qui est ma synthèse de ce qui est Donc, c'est rappelé votre avant. vision. C'est votre Voilà. vision? Mais sur le sujet de la mort, il y a deux idées. Il y en a une qui est très imbriquée à la notion du temps. Il y en a une autre qui est plus directement liée à la mort en tant que telle. Ce qui est clair, d'ailleurs, je crois que c'est la citation que je mets au début du chapitre sur la mort, c'est que effectivement la mort nous aide à apprécier la vie. C'est cette fameuse phrase "Je t'aime, ô vie, grâce à la mort". Que s'il n'y avait pas la mort, certainement qu'on apprécierait moins la vie. Ça, j'en suis convaincu. Et vous avez raison quand vous dites le fait de toucher du doigt ou d'être spectateur ou de vivre plus ou moins directement une expérience de mort fait que, en principe, ça aide à apprécier davantage la vie et à la vivre pleinement. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je suis totalement en phase. Ensuite, le sujet par rapport à cette phrase "emploie ton temps à bien vivre et tu ne redouteras pas la mort", c'est que je considère qu'il y a souvent dans l'approche de la mort une idée de finalité, une idée de, ben voilà, c'est la fin de la partie, il ne pourra plus rien se passer après. Je ne pourrai plus rien faire après, par définition. Je serai mort, j'aurai disparu. Et cette inquiétude de pouvoir plus faire, de pouvoir plus vivre, je trouve qu'elle peut être gérée d'une certaine manière. C'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, elle peut être abordée. En tout cas, être source de motivation, de moteur, d'énergie. À partir du moment où vous avez une vie complète, une vie riche, quelle qu'elle soit, hein, je n'ai pas de jugement de valeur, je ne dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, bah forcément, la perspective de se dire bah, il va arriver un moment où je ne ferai plus, parce que je n'existerai plus, est moins difficile à accepter que quand vous arrivez à 50 ans, vous vous retournez et vous dites ok, qu'est-ce que j'ai fait, bah, ça, je n'ai pas fait, j'aurais bien voulu le faire, ça, je n'ai pas fait, j'aurais bien voulu le faire. Et bah, du coup, là, la perspective de la mort qui peut approcher ou qui est imminente est beaucoup plus inquiétante. Mon propos, il est là. Et Alors, d'ailleurs, quand oui. j'ai eu cette discussion avec ma fille à une époque où elle était très, ce qui est souvent le cas pour les enfants, quand ils abordent vers 10 ans, je pense, mais le sujet de la mort. On a beaucoup parlé de la mort, qui pour moi n'est pas du tout un sujet tabou, notamment avec les enfants. Parler de ma mort, et je lui disais, je pense avec beaucoup de sincérité, après, c'est une fois qu'on y est qu'on sait vraiment. Mais, Mm. mais je lui disais, si je dois disparaître, bien sûr que tu seras triste, etc., mais tu ne le sois pas pour moi. Ne le sois pas pour moi, parce que moi, aujourd'hui, je considère, à 43 ans, je vous le dis, hein, j'ai eu une vie extrêmement riche, de telle sorte que vous m'annonceriez ma mort prochaine. Je ne crois pas, je pense qu'il faut être humble, hein, malgré tout, mais je ne crois pas euh, que je serais submergé par le regret ou par une forme voilà, de déception par rapport à ce que j'aurais voulu continuer à faire, etc. Bien évidemment, vous avez envie de voir vos petits-enfants, vous avez envie de voir vos enfants grandir, etc. Vous avez envie de découvrir d'autres choses que vous n'avez pas découvertes, bien sûr, mais après, c'est une histoire d'équilibre, de balance. Parfois, on est dominé par quelque chose. Je ne pense pas que je serais dominé par le regret. Je ne pense pas que je serais dominé par un sentiment de ah zut, j'aurais bien voulu faire davantage. Disons que, et c'est une phrase d'ailleurs que je cite dans le livre aussi, hein, c'est cette idée que parfois on arrive à un stade dans sa vie où finalement on a l'impression que c'est du bonus. Mhm. Moi, aujourd'hui, à 43 ans, j'en ai pas 70, hein, mais Oui, à c'était 43 ans, surprenant. Mm. 43 ans, je considère que chaque jour, c'est du bonus. Oui, c'est très surprenant pour quelqu'un qui a 43 ans et surtout pour quelqu'un qui n'a pas connu la mort, si j'ai bien compris, hein. On n'a pas de confrontation directe à la mort. On n'avait pas vécu cette expérience violente, soudain, imprévisible. Ah, Ça, c'est sauf si je je me l'ai déjà trompe. vu. Dites-moi. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà côtoyé, mais Vous l'avez côtoyé j'ai, par rapport à vous-même? bah, oui, par rapport à moi-même, oui. D'accord. Vous Moi, vous êtes vu oui, mourir? je me suis vu mourir en montagne. D'accord, d'accord, C'était l'ascension du Mont Blanc, j'avais 17 ans, c'était la marche d'accord. d'approche vers le refuge, une marche d'approche assez connue où il y a un passage de couloir avec des chutes de pierre. Oui. Et une chute de pierre, au moment où je suis passé, j'ai pas fait ce qu'on m'avait dit de faire, c'est-à-dire surtout tu t'arrêtes pas, tu regardes pas les pierres et tu continues à avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, j'ai regardé les Mhm. pierres, et puis là, effectivement, j'ai vu les pierres qui me sont passées à côté. Et donc là, voilà, Mhm. très clairement, je l'ai vu. Elle m'a regardé, elle m'a soufflé un truc dans l'oreille.
et elle est passée. Donc, D'accord. c'est pas comme si, voilà, D'accord, je comprends. Je mais pensais pour que autant, je l'ai pas côtoyé comme peuvent le côtoyer oui, des des unités first d'élite, et responders, cetera. Bien sûr, bien voilà, sûr. des médecins. Bien sûr, mais en n'ayant pas cet élément d'information et en lisant On ne craint la mort que si l'on n'a pas assez vécu, je me faisais la réflexion acerbe que c'était vraiment une réflexion de comment le dire poliment, euh, de, de, de citoyens angéliques en temps de paix. Et Hmm, que oui, oui, vous je vois ce que vous voulez comprenez? dire. Oui. Hmm, Et que précisément, la vie, la vie ne s'apprécie qu'à l'aune de notre confrontation violente, soudain, imprévisible, mais véritablement. C'est un hmm, recadrage émotionnel extrêmement puissant. Il est non seulement émotionnel, mais il est correctif, ce face-à-face avec la mort, c'est face-à-face avec la mort. C'est-à-dire que on n'a pas la main dessus, hein, ça fait partie de ces choses que vous détestez, c'est-à-dire l'absence de contrôle, et ça vous change radicalement. Par conséquent, après, on a effectivement une acuité vis-à-vis de la vie et de la chance qu'on a d'être en vie et de la possibilité que ça puisse s'arrêter à chaque seconde comme une rupture d'anévrisme qui serait une épée de Damoclès. Euh, et c'est pour ça que je me disais, voilà, quelqu'un qui sait que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et la mort se présenter, est-ce que quelqu'un qui a véritablement expérimenté ce que ça veut dire, que de pouvoir mourir d'une minute à l'autre, j'ai la croyance qu'il est difficile euh, de continuer sa vie avec la même rigidité quant à nos principes initiaux. Parce que précisément, vivre nécessite de ressentir, de vibrer, et que la seule chose qui compte, c'est ça quand on sait que ça peut s'arrêter demain, quitte à enfreindre des valeurs, des lois. hmm. Mais je pense que ce qu'on on est d'accord et que D'accord. il y a pas c'est pas antinomique. Ok. Euh, Ça peut permettre cette option-là. ouais, D'accord. il y a une idée très forte d'acceptation de la mort. Et je pense que dans la philosophie, au sens premier du terme, hein, Oui. c'est-à-dire l'exercice de réfléchir pour vivre mieux, tout à chacun doit intégrer la mort. C'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre, Mhm. parce On que devrait, c'est un moi, élève. je dis souvent qu'on devrait le dire aux enfants dès l'école. C'est Oui, un cycle. C'est un cycle. OK, il y a la vie, il y a la mort, et il n'y a rien de tabou à ça. Au non. contraire, profitez-en à fond, parce que ça va s'arrêter un jour. C'est vrai que ma mère est d'un certain âge, elle est assez fragile aujourd'hui, affaiblie. Euh, Ils vivent dans le sud, on les voit pas aussi souvent qu'on voudrait, et c'est vrai que j'essaie d'y aller avec l'un ou l'autre de mes enfants. Euh, et je leur dis, sans morbidité mal placée, je leur Mhm. dis, voilà, c'est des moments qu'il faut vivre et qu'il faut aller chercher parce que ça peut s'arrêter et que ça fait partie des choses. Voilà. Et je pense que les enfants, encore une fois, moi, c'est pas du tout un sujet tabou à la maison, au contraire, et ça les aide à se construire, ça les rassure, paradoxalement. Ça les Oui, rassure. Les enfants, ils ont peur de ce qu'on met dans le placard absolument. et qu'on ferme, et le placard, on dit surtout n'ouvre On pas le peut tout placard. imaginer. Exactement. Dans, Oui. vo- dans votre ouvrage, il y a un bon nombre de citations phares que vous avez sélectionnées, et je me demandais si vous parveniez à vivre de façon synchrone avec ces citations-là. Non, Non. Et quand ce non, n'est pas le cas, est-ce que ça porte souvent sur le même sujet? non. Parce qu'on parle beaucoup du développement personnel, on parle beaucoup des efforts que chacun doit mettre en œuvre pour progresser, que ce soit psychologiquement, professionnellement, familialement, etc. Bref. C'est vrai que moi-même, sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup sur des sujets qui vont au-delà de ceux du livre ou de Fortitude, hein. J'aime bien partager des phrases que je trouve inspirantes ou des techniques d'organisation de vie, d'ailleurs. Voilà, j'ai un projet en tête de livre là-dessus, sur ces outils, ces petits trucs et astuces qui permettent peut-être d'avoir une vie un petit peu
voilà, plus pas maîtrisé, parce que sinon vous allez me sauter dessus si je dis ça, mais pas contrôlé, mais voilà, d'avoir des fils d'Ariane. Mhm, mhm. Mais à aucun moment, il faut se dire que c'est un chemin qui est tracé, dont on doit absolument pas se détourner, que tous ces gens qui vous disent comment faire les choses seraient Et oui. eux-mêmes des illustrations absolument fidèles. Mhm. C'est pas vrai. Donc, on s'y raccroche à quel moment alors? Ben, Parce que quand tout va parce que, bien, c'est facile. mais c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas tout le temps Mhm. qu'il faut pas y avoir recours. C'est comme le phare. Le phare, même dans une tempête, on le voit pas toujours. On va le voir à un certain moment, puis après il va disparaître derrière les nuages, et puis il va réapparaître. Euh, et du Ok. coup, vous allez quand même garder ce point d'attache dans la tempête. Vous allez vous entendre, et puis là, hop, ça va vous ramener dans le bon cap. Donc, l'idée, c'est que, pour Ou répondre ça à vous votre ramène, question, ou ça vous ramène dans le bon cap, ou ça vous culpabilise atrocement en vous disant, voilà, ah, la route était celle-ci, tu ne l'as pas prise. Et je trouve que ça met une charge mentale et une pression et une culpabilité utile, je ne suis pas sûre. disons que pour moi, c'est les deux revers de la même médaille. Exact. Et que ce second revers que vous évoquez, pour lequel je vais me permettre une appellation qui est finalement l'acceptation hein, de soi et de ses travers, de ses faiblesses, de ses failles, de ses fautes, De et notre le fait, humanité, juste de oui, notre de humanité. s'accepter comme ça, Ouais, voilà, ouais, d'accepter notre fragilité, c'est indispensable et c'est quelque chose que je découvre en toute d'accord, sincérité. Quelque d'accord. chose d'assez, voilà, on respire. Mhm. Bon, bah là, oui, ça, j'ai pas fait ça comme ça. Ou là, bah, je me Oui, je n'ai suis pas pas été à la hauteur comme contrôlé, j'aurais je aimé. n'ai pas contrôlé mes émotions. Mhm. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un je suis pas extrêmement doué pour contrôler mes émotions. Vous le cachez bien. Je suis pas quelqu'un voilà, j'ai encore une grosse marge de progression sur le sujet. Et, euh, et c'est vrai que vous avez raison. Jusqu'à maintenant, on peut se mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, euh, se rattacher à des mentors, se rattacher à des guidelines, se rattacher à des Mhm. principes. Mais aussi, et c'est indispensable, il faut, comme dans l'exercice physique, il y a un moment, on doit laisser le corps se reposer, parce que sinon on peut plus monter sur le ring, c'est pas possible. Et vous avez raison, il faut s'autoriser. Mais, je reviens à la charge quand même, je peux pas vous dire que vous avez trop raison, il faut faire attention parce que c'est un chemin de crête. Et quand on a fait beaucoup de montagnes, comme c'est mon cas, Mhm. on sait Mhm. que le chemin de crête, bah, c'est dangereux parce que il faut que parfois qu'un seul pas pour basculer. Et donc, ces guidelines, ces principes, il faut les relire. Il faut se les remettre au centre de l'esprit. Il faut essayer, c'est pour ça que je parle beaucoup de discipline plus que de motivation, Mhm. parce que malgré tout, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Parce que de toute façon, les doutes, les faiblesses, la fragilité, on l'aura quoi qu'il arrive. Quels que soient les choix qu'on fait, on les aura. Est-ce que c'est pas une vision très normative et très et pleine de pression que de se dire voilà les guidelines, c'est ça la référence. C'est pas la référence, c'est une D'accord. référence. Après, chacun Ok. choisit. D'accord. D'ailleurs, quand j'ai sorti le livre, des journalistes m'interrogeaient en me disant, mais vous êtes très stoïcien, je sais rien du tout. Je dis, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que Plutarque, par exemple, que je cite beaucoup dans mon livre, il était un anti-stoïcien. Et c'est pour ça qu'au début, je parle de terreau. Je parle de terreau, pour moi, c'est l'ensemble des petits ingrédients qu'on va chercher tous à droite, à gauche, Mhm. dans la culture, dans la littérature, dans la famille, dans le cinéma, dans n'importe quoi, mais qui fait que voilà, on se Qui nous reconnaît, fait. Oui. qui nous constitue. Oui. Euh, et donc, il n'y a pas un terreau, il n'y a pas D'accord. une règle, il n'y a pas un principe. Moi, j'ai mis dans mon livre, et je le dis très clairement, Mhm. c'est ce qui, moi, m'a marqué. Mais on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être marqué par ça, on a le droit de ne pas être touché par ça.
Et l'exercice, c'était moins d'expliquer les principes de Sénèque par rapport au temps que d'illustrer la démarche qui a été la mienne, d'aller chercher ce qui, pour moi, avait du sens, ce qui, pour moi, avait un intérêt, ce qui, pour moi, pouvait être utile. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de véhiculer, c'est cette dynamique-là, que chacun, à sa façon, à son rythme, aille chercher. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui sont un petit peu immobiles, un peu passifs par rapport à ça, et finalement reçoivent ce qu'on leur présente, mais par définition, ce qu'on leur présente, c'est pas forcément ce qu'ils auront choisi eux. Ça demande un courage certain que d'aller en quête d'eux, et en quête de soi tout particulièrement. Vous donnez l'impression, enfin à moi en tout cas, d'avoir été un petit peu comme un puzzle éclaté, que vous reconstituez step by step pour qu'il vous ressemble à le finer. Et j'imagine que si vous vous êtes tourné vers des actions qui consistent à donner via votre podcast Fortitude, c'est bien que vous devez considérer avoir une image aujourd'hui plutôt assez proche de celui que vous êtes ou à qui vous avez envie de ressembler et que ça vous permet d'être suffisamment disponible pour vous pencher sur les autres et ce qui leur a permis de faire face à l'adversité. Certainement. Je sais pas. Je peux pas. Je suis pas allé dans ce niveau d'introspection. Je sais qu'il y a plein de choses dans la démarche. Euh, il y a plein de choses. Oui, il y a des choses qui sont tournées vers les autres, puis il y a des choses qui sont tournées vers moi-même, Mm. qui sont beaucoup plus égoïstes. Est-ce que se tourner vers les autres pourrait permettre de trouver des éléments de réponse ou de réparation Oui, vis-à-vis de soi-même? oui, clairement, clairement. Je vous propose qu'on en reste là, si ça vous Ben, convient. oui, je vais aller me coucher immédiatement. Pourquoi? je, je, Je je le vais prends pas comme un m'allonger, puis je vais compliment. dormir jusqu'à demain. Tu Non, tu mais veux pas parce le que c'est faire? vrai que Non, mais je plaisante, Vous mais à voulez un bon moitié, vieux parce que rhum? c'est, c'est, c'est des exercices qui sont tellement importants, ce qu'on vient de faire, et pour lequel je vous remercie, parce que c'est vrai que c'est pour le coup de votre part une vraie démarche généreuse et altruiste. Euh, mais ça bouge, ça Oui, bouge et les choses. ça va bouger encore quelques heures, quelques jours, et c'est Mm. normal, d'accord? Et, C'est normal. en tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent, voilà, que ça résonne en eux, que Mm, peut-être qu'ils me connaissent un peu mieux, du coup, peut-être qu'ils comprennent davantage ce qu'il y a derrière Fortitude. absolument. En tout cas, ce que j'espère, et je suis assez convaincu, c'est que si c'était pas déjà le cas, ils réalisent toute voilà, la sincérité, en tout cas la volonté de sincérité qui est la mienne. Et voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de ligne éditoriale particulière, il n'y a pas de volonté quelconque derrière Mais, tous ces échanges et toutes ces conversations. mais je crois que ce doute, s'il existe, il est uniquement en vous. Pour nous, côté auditeur, il n'y a absolument aucun, enfin en tout cas, moi je n'ai aucun doute sur la sincérité qui est la vôtre. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci Emmanuel, Merci à vous, Nicolas. à bientôt. À bientôt, au revoir.